Bien, la seconde mesure essentielle prise par le gouvernement de la Seconde République, c'est l'abolition de l'esclavage, hein, le 27 avril 1848. Abolition de l'esclavage qui a été prononcée et défendue par Victor Schœlcher, hein, un homme politique français qui est né en 1804 et qui est mort en 1893 et qui à l'époque était sous-secrétaire d'État à la marine et donc en 1848, lui, il était choqué par les erreurs du système esclavagiste, hein, notamment dans les colonies françaises, notamment aux Antilles ou à La Réunion. Euh, et donc, si la traite avait été interdite en 1818, c'est-à-dire le commerce, l'achat, le transport des esclaves avait été interdit, mais l'esclavage, lui, il avait été rétabli, vous vous en souvenez, sous Napoléon Ier, hein, après une première abolition qui avait eu lieu en 1794 par le gouvernement de la Première République. Et donc l'esclavage existait toujours. Et ce Victor Schœlcher, donc ce sous-secrétaire d'État à la marine, il a consacré toute sa vie à la lutte pour l'émancipation de l'homme noir, c'est-à-dire pour la fin de l'esclavage. Et donc c'est la proclamation de la Seconde République qui va lui offrir l'occasion de rendre effective et immédiate la liberté de tous les esclaves des colonies et des possessions françaises. Ce décret d'abolition donc a été signé le 27 avril 1848 et ici donc vous avez un tableau de Biard, B-I-A-R-D, qui commémore justement cet événement. Et on va donc le commenter un petit peu plus en détail, hein. Vous auriez été en classe, je vous aurais demandé de décrire cette scène, les différents personnages, la composition, et de dire ensuite quelle image la République ce tableau transmet-il. Alors déjà, cette scène, ce tableau déjà, si on l'analyse avec le site L'Histoire par image, on voit des scènes de liesse, hein. Au premier plan, on voit un couple peut-être d'esclaves qui sont en train de s'enlacer, les chaînes étant brisées, en présence donc du député qui vient de leur annoncer la nouvelle. Derrière lui, on a des mousses, hein, c'est-à-dire des membres des forces marine de la marine française, hein, qui était donc chargée d'assurer la sécurité et la souveraineté de la France sur les colonies. Au premier rang, on voit de très nombreux esclaves, hein, les bras levés, comme s'ils acclamaient en quelque sorte leur libérateur. On a l'image un peu tropicale qui est donnée, hein, bon, déjà, les esclaves sont la plupart dénudés, du fait du climat, mais aussi de leur statut. Et puis on a la présence de cocotiers pour bien montrer qu'on est sous les tropiques, hein. Ici, on a la société esclavagiste blanche qui est représentée. On voit cet esclave en quelque sorte qui est en communion avec peut-être son ancienne maîtresse, etc. Il y a un geste comme de prière de libération qu'elle fait agenouillé aux pieds de son ancienne maîtresse. Donc on a vraiment l'impression d'un sentiment de liesse, hein, de bénédiction de ce moment, hein, et le député, lui, il est planté sur son estrade et il représente donc la République. Vous revoyez d'ailleurs son bras avec son haut de forme qui est tendu vers le drapeau de la République, hein, comme un prolongement. Donc il vient au nom de la République, il tient le décret d'abolition qui est dans sa main droite et autour de lui, il porte une ceinture avec les couleurs républicaines. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez remarquer quand même la différence, hein, de tenue entre la société coloniale où on a des canotiers, on peut avoir des ombrelles, on est bien habillé, des étoffes blanches, luxueuses, qui s'opposent quand même à la semi-nudité des esclaves, hein, dont les corps noirs enchevêtrés finalement forment une masse compacte. Et donc, ce que je vous disais, hein, une représentation typique des îles exotiques, hein, outre les cocotiers, on a une végétation dense, luxuriante, avec qui finit par évoquer n'importe quelle île à sucre de l'époque. On pourrait penser à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, aux Comores, à n'importe quelle île à sucre qu'on possédait à l'époque.
Alors, ce tableau de Billard, il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'imagerie coloniale, c'est-à-dire un peu la représentation qu'on avait des colonies, cette imagerie coloniale officielle, et donc l'abolition de l'esclavage, c'est une fête où seule finalement l'allégresse et la joie dominent. Les Noirs qui viennent d'être libérés de l'esclavage sont fous de joie, et on a une impression d'harmonie entre les deux communautés, entre ces blancs et ces noirs qui sont mêlés, ce blanc qui tient un bébé noir dans les mains, sa domestique noire qui est agenouillée au pied peut-être de son ancienne maîtresse. Donc ces communautés sont très différentes, rien que par leur tenue, leur couleur de peau, mais elles se mêlent avec effusion de joie, et ça correspond finalement à l'écho qu'a eu, que la République a voulu donner à cet acte, donc une idée de fusion et entre les deux communautés. Et ce tableau, finalement, il rend bien l'esprit de 1848, cet esprit de 1848 qui défendait l'universalité de ses principes, liberté, égalité et fraternité, on est tous frères, et qui donc vous était enclin à faire participer les colonies à ce qu'on appelle la grande messe républicaine. Euh, alors c'est vrai que l'abolition de l'esclavage, c'est un pas immense dans la lente acquisition des libertés, et il faut que l'art célèbre cela. Euh, mais ce tableau de Biard montre aussi le triomphe finalement des puissances impériales, qui sont sûres de leur légitimité et de leur bienveillance à l'égard des peuples colonisés. Il y a quand même une idée un peu quand même de supériorité. Il suffit de voir la différence entre les tenues. On a des gens à moitié nus et des gens habillés de façon luxueuse. Euh, et cette idée qui est assez paternaliste, les bons esclaves qui sont heureux du sort qui leur est fait, ce tableau, il masque des grands débats qui a eu lieu à l'époque, par exemple, eh bien, les colons que l'on voit ici, eh bien, quand ils ont perdu leurs esclaves, eh bien, ils ont demandé au gouvernement français d'être indemnisés, et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas du tout dans l'allégresse et dans la joie, parce que là où d'habitude leurs esclaves allaient faire le travail gratuitement dans les plantations sucrières, par exemple, eh bien, dorénavant, il allait falloir, pardon, les payer. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Et de la même façon, les esclaves, certainement que tous avaient connu le fouet, la perte de proches, des enfants qui leur avaient été arrachés, des viols pour les femmes, des mauvais traitements, des punitions, des oreilles coupées, etc. Cette idée d'allégresse généralisée, il y a eu certainement une forme de soulagement, mais il devait y avoir aussi beaucoup de tristesse. Mais ça ne correspondrait pas évidemment à l'image qu'on voudrait en donner. Alors, une autre innovation qui a eu lieu en 1848, ça a été l'introduction de la notion de droit au travail. Donc, dans la Constitution de 1848, l'article 8 dit que finalement, tout Français a le droit au travail, ce qui veut dire que ceux qui sont au chômage, pour ceux-là, donc les plus pauvres, eh bien, vont être créés ce qu'on appelle des ateliers nationaux. Alors, ces ateliers nationaux, vous en avez la définition, page 86, pardon, 87 de votre manuel. C'est une organisation de l'État destinée à donner du travail aux chômeurs qui va fonctionner entre février et juin 1848. Donc, pendant pas très longtemps, on verra pourquoi. Mais l'objectif, donc, c'était de donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Donc, les ateliers nationaux. Alors, ces ateliers nationaux, avait été notamment soutenu bien par le député républicain Louis Blanc, le même Louis Blanc qui, je vous l'ai déjà dit, donné son nom au boulevard Louis Blanc à Limoges, dans l'objectif donc de réduire le chômage, notamment des ouvriers. Donc ce sont des ateliers qui sont dirigés par l'État, d'où le nom d'ateliers nationaux, et qui sont financés par des impôts directs que doivent payer tous les Français. Et ça, ça va pas provoquer la joie du monde paysan, ça va même plutôt provoquer son mécontentement et puis plus tard contribuer à son échec, car beaucoup de Français ne veulent pas payer pour les chômeurs qui vivent notamment en ville, puisque c'est surtout pour les ouvriers. Alors cette effervescence politique qui a lieu en 1848, cet esprit de 1848, l'esprit de liberté, d'égalité et surtout de fraternité, eh bien, va y participer ou vont y participer plutôt de nombreux artistes qui vont être engagés
à l'exemple du personnage que vous allez découvrir ici, qui s'appelle George Sand. Alors, George Sand, comme son nom ne l'indique pas, eh bien, George Sand, c'est une femme. C'est une femme qui est originaire du Berry, hein, à côté de La Châtre, donc une ville qui s'appelle Nohant. Et donc, George Sand va s'engager en faveur de la justice sociale, notamment dans son œuvre littéraire, hein. Par exemple, elle est très célèbre depuis qu'elle a publié en 1848 La Mare au diable. Vous l'avez peut-être lu, hein, c'est un ouvrage qui se destine plutôt à un public de jeunesse, hein. Et elle écrit dans différents journaux, justement, sous son pseudonyme de George Sand. Donc George Sand, quand on lit cet article, on a l'impression que ça a été écrit par un homme. Et à l'époque, très peu de femmes écrivaient. C'est pour ça qu'elle a choisi un pseudonyme masculin, mais elle ne s'est pas arrêtée au pseudonyme. Elle a également obtenu l'autorisation de se travestir. La préfecture de l'Indre, donc le département d'où elle était originaire, lui a donné l'autorisation de s'habiller comme un homme, parce qu'à l'époque, il fallait une autorisation. Par exemple, le port du pantalon, normalement, était interdit, et est resté pendant très longtemps interdit, hein. Donc, elle porte ce qu'on appelle la redingote guérite, hein, c'est donc la tenue qu'elle porte ici. Elle se noue autour du cou une grosse cravate en laine, et surtout, chose assez révolutionnaire aussi, à l'époque, pour une femme, elle se fait couper les cheveux, elle se fait couper les cheveux presque de façon au niveau des oreilles, hein, de façon relativement courte, et elle met un chapeau de feutre mou sur la tête, donc elle a une allure assez masculine, mais c'est une femme qui a beaucoup de succès auprès d'artistes de l'époque, hein, on y reviendra. Ça peut être le pianiste d'origine polonaise Chopin, ou bien le poète français Alfred de Musset, qui vont être tour à tour ses amants, et dont on a une importante et burlesque correspondance. Je vous en ferai peut-être découvrir quelques extraits un petit peu plus tard, ça vous fera rire. Et donc, elle écrit sous différents pseudonymes. Euh, et, et notamment, elle avait formulé cette maxime, hein, liberté de la pensée, liberté d'écrire et de parler, sainte conquête de l'esprit humain. Que sont les petites souffrances et les soucis éphémères engendrés par tes erreurs et tes abus au prix des bienfaits infinis que tu prépares au monde? Donc, elle défend la liberté de penser, la liberté d'écrire, et elle s'en sert surtout. Elle s'en sert donc dans des journaux où elle défend notamment la justice sociale. Alors, pour justement s'intéresser à son œuvre, eh bien, je vous invite à traiter les questions, euh, euh, à traiter les questions sur le document 1, 3 et 4 et 5, page 96-97. Et donc, vous faites simplement la question 1, 3 et 4, page 96-97 dans votre manuel. Donc, sur la double page qui porte sur Georges Sand, je répète, vous faites la question 1, 3 et 4. Et ces questions, eh bien, on les corrigera lors de la prochaine séance. Voilà, je vous souhaite un bon travail déjà, hein, puisque vous aurez un petit travail à faire. Vous me le renverrez soit sur WhatsApp, soit sur Pronote, hein, je vous mettrai que le travail à faire est à rendre. Et puis, eh bien, on corrigera ce travail et on poursuivra le cours lors de la prochaine séance. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine de confinement et on se retrouve bientôt pour la suite du cours. Au revoir les premières.